La constitution adoptée en 1974 maintient le parti unique. Il faudra 5 ans de plus pour voir des élections contestables. Moussa Traoré obtient 99% des suffrages. Son régime autoritaire étouffe toute forme de contestation jusqu'au tournant de l'année 1991. Unis pour réclamer le multipartisme, les forces d'opposition créent le mouvement démocratique. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Et il reste ce soir à Bamako des centaines de blessés graves, laissés sans soins, faute de médicaments, comme la très jeune fille de cette femme qui agonise avec 18 balles dans le corps. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Ça va. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Amadou Toumani Touré, une figure emblématique dans l'histoire du Mali, émerge comme un personnage central dont l'influence a façonné le destin politique de son pays. Militaire de carrière, il inscrit son nom en lettres capitales dans les pages de l'histoire malienne en tant que soldat de la démocratie. Son parcours riche en rebondissements reflète une trajectoire exceptionnelle, allant de son engagement dans des opérations militaires majeures à son rôle clé dans l'établissement et le maintien de la démocratie au Mali dans les années 1990. Originaire du centre du Mali, Amadou Toumani Touré a débuté sa carrière militaire au sein des forces armées maliennes, gravissant les échelons avec brio. Sa renommée s'est consolidée au cours de son engagement dans des opérations militaires d'envergure, notamment lors de la guerre du Tchad dans les années 1980. Cependant, son parcours prend un tournant décisif en 1991, lorsque, suite à des troubles politiques et sociaux au Mali, il s'érige en sauveur de la démocratie. À la suite du renversement du régime du président Moussa Traoré en 1991. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Amadou Toumani Touré, surnommé ATT par la population, joue un rôle déterminant en instaurant une transition pacifique vers un régime démocratique. En un de vos communiqués, vous parlez de l'institution du multipartisme intégral. Je voudrais savoir, ce sera pour quand et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Si nous étions prêts, je dirais tout de suite. Tout de suite, parce que notre peuple le mérite. Tout de suite, parce que les autres le font. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Son engagement en faveur de la stabilité politique et de la démocratie ne s'est pas limité à cette période de transition. Élu président du Mali en 2002 lors d'une élection démocratique, ATT a œuvré pour le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des droits de l'homme et le développement économique du pays. Son mandat a été marqué par des initiatives visant à consolider la paix et à renforcer les liens diplomatiques. Cependant, son règne a également connu des moments difficiles, notamment la gestion de la crise du nord du Mali et les critiques liées à la corruption. Malgré ces défis, Amadou Toumani Touré est resté une figure respectée et admirée pour son rôle clé dans la consolidation de la démocratie au Mali.
Son départ du pouvoir en 2012, marqué par un coup d'État militaire, a constitué une transition tumultueuse et a souligné les complexités de la gouvernance dans cette région. L'histoire d'Amadou Toumani Touré se présente comme une saga captivante où la trajectoire d'un homme s'entremêle intimement avec des vicissitudes façonnant un chapitre significatif de l'histoire du Mali. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948 à Mopti, région du centre du Soudan français, colonie française à l'époque et actuelle République du Mali. Il passe sa petite enfance dans cette ville où il fréquente l'école fondamentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, la région de Mopti est la 5e région administrative du Mali, située au centre du pays. Elle s'étend sur 79 017 km². La région de Mopti est limitée au nord par la région de Tombouctou, à l'ouest et au sud par la région de Ségou et au sud-est par le Burkina Faso. Adolescent, il arrive à Bamako dès 1966, année à laquelle il a été inscrit à l'école normale secondaire de Badalaboukou. Il en sort 3 ans plus tard, en 1969, et devient instituteur. Après quelques années d'exercice dans le domaine de l'enseignement, Amadou Toumani Touré décide de changer radicalement de métier et s'inscrit au concours d'entrée à l'école militaire interarmes de la ville de Kati. Ceux qui connaissent bien l'histoire du Mali ont certainement entendu parler de la fameuse ville de Kati. Cette ville est incroyablement témoin de la majorité des grands événements politiques ayant bouleversé le pays. Il réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Kati et devient officier au sein du corps des parachutistes, corps d'élite chargé de la garde présidentielle. Officier assez dynamique et discipliné, Touré gagne la confiance du président de la République de l'époque, le général Moussa Traoré, qui l'envoie passer plusieurs stages en France et en ex-Union soviétique, avant de le nommer en 1984 commandant du corps des commandos parachutistes du Mali, communément appelé Béret Rouge. À ce titre, il est chargé d'assurer la garde présidentielle. Le 26 mars 1992, à la suite des émeutes monstrueuses et violemment réprimées par le régime, Amadou Toumani Touré, alors lieutenant-colonel, est choisi par ses pairs officiers supérieurs pour diriger la junte militaire qui a renversé le général Moussa Traoré. Paysans, éleveurs, pêcheurs, commerçants et artisans, fonctionnaires, élèves et étudiants, et toute catégorie socio-professionnelle de notre pays, l'heure est à la vigilance, l'heure est à la réconciliation, afin que soit bannie à jamais la corruption, l'affairisme, le népotisme et toutes les autres pratiques inavouables dans notre cher Mali. Il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, et assure les fonctions de chef de l'État pendant une transition démocratique qui dure 9 mois. Il organise la conférence nationale qui se déroule du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Le nouveau président démocratiquement élu le nomme au grade de général pour le remercier de ses bons ou loyaux services. Son passage à la tête de l'État pendant les 9 mois de la transition lui donne l'envie de s'engager en politique et de briguer la présidence de la République. En 2001, Amadou Toumani Touré entrevoit de se lancer en politique. Il vise les élections présidentielles devant se dérouler en 2002. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. L'élection de 2002 a été un moment crucial dans l'histoire politique du Mali. Le contexte était marqué par la fin du régime d'Alpha Oumar Konaré, qui avait servi 2 mandats en tant que président, conformément à la Constitution. Amadou Toumani Touré, ancien général de l'armée malienne, est déjà bien connu pour son rôle dans la transition démocratique de 1991, a émergé comme un candidat populaire et respecté. La transition démocratique de 1991 avait mis fin à des décennies de régime autoritaire au Mali, ouvrant la voie à un système multipartite.
Alpha Oumar Konaré n'est pas candidat dans la mesure où, selon la Constitution, il ne peut briguer un mandat supplémentaire. Si l'élection présidentielle de 1998-17 s'était déroulée dans un climat très tendu entre le parti au pouvoir, l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'opposition qui est regroupée au sein d'un collectif décide de boycotter les élections, le climat politique quelques années plus tard s'est progressivement détendu, avec notamment l'organisation du Forum politique national en janvier 1999 et l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. L'ensemble des partis prennent part au scrutin au sein du parti présidentiel. La succession d'Alpha Oumar Konaré entraîne des divisions. Ainsi, l'ancien Premier ministre et président de l'ADEMA, PSG, Ibrahim Boubacar Keïta quitte le parti pour fonder le Rassemblement pour le Mali le 30 juin 2001. Après sa démission de l'armée, Amadou Toumani Touré, que tout le monde appelle ATT, ne crée pas de parti politique. Étonnamment, il n'appartient également à aucun parti politique. Il s'appuie néanmoins sur une puissante organisation de la société civile, le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé pour le soutenir. L'élection de 2002 a été saluée comme une étape importante dans la consolidation de la démocratie malienne. Amadou Toumani Touré, candidat indépendant, a remporté la présidence au premier tour avec une majorité significative, soulignant le soutien populaire dont il bénéficiait. Il nomme Ahmed Mohamed Ag Amani comme Premier ministre. Celui-ci démissionne le 28 avril 2004 et il est remplacé par Ousmane Issoufou Maïga. Les électeurs semblaient chercher une continuité dans la stabilité et la gouvernance démocratique qu'il avait expérimentée depuis la transition de 1991. Son premier mandat a été caractérisé par des efforts pour renforcer les institutions démocratiques du Mali. Il a mis en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à encourager la participation citoyenne. Sur le plan économique, il a travaillé à promouvoir le développement et à attirer des investissements. Amadou Toumani Touré annonce sa candidature à l'élection présidentielle malienne de 2007 lors d'un déplacement dans une ville du Mali, Nioro du Sahel, le 27 mars 2007. Porté par un vaste soutien politique avec la collaboration de 14 partis, notamment l'Alliance pour la démocratie du Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'Union pour la République et la démocratie URD, réunis au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP, le président en exercice a orienté sa campagne autour de son bilan qu'il présente comme positif. Il met en avant un modèle de gouvernance axé sur le consensus et présente un programme pour le développement économique et social articulé autour de 9 priorités majeures. Ces priorités incluent le renouveau de l'action publique en matière de démocratie et de gouvernance, une croissance économique robuste visant un taux d'au moins 7% par an, le développement du secteur privé, l'amélioration des ressources humaines, la promotion de l'emploi des jeunes, une participation accrue des femmes au développement, le soutien aux initiatives culturelles et sportives, l'engagement des Maliens de l'étranger dans le développement du pays et la mise en place d'une diplomatie proactive. Lors d'un rassemblement à Koulikoro, une ville du Mali, il a dévoilé un projet ambitieux visant à créer 50 000 emplois pour les jeunes au sein de la fonction publique. Cet engagement illustre sa vision pour répondre aux défis socio-économiques du pays, mettant en lumière ses initiatives concrètes et son engagement envers le développement durable et inclusif. Affichant fièrement le slogan de campagne « Pour un Mali qui gagne », le président en exercice a suscité le soutien ardent de ses partisans qui ont répondu le mot d'ordre Takokele, traduisible en bambara par prise unique, exprimant ainsi le désir d'une victoire dès le premier tour. Cependant, ses opposants, regroupés au sein du Front pour la démocratie et la République, FDR, l'accusent d'utiliser les ressources de l'État pour mener sa campagne. Les critiques portent également sur des allégations de favoritisme de la part du président et de son gouvernement, notamment en ce qui concerne l'attribution des logements sociaux. Le scrutin du 29 avril a été entaché selon eux de fraude, soulevant des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Malgré ces contestations, Amadou Toumani Touré a été réélu président de la République dès le premier tour, le 29 avril 2007, obtenant un impressionnant pourcentage de 71,20% des voix. Son principal concurrent, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a recueilli que 19,15% des voix.
Les candidats de l'opposition réunis au sein du Front pour la République et la démocratie ont contesté les résultats à l'égard des fraudes. Ce dénouement électoral a exacerbé les tensions politiques au Mali, soulignant les divisions persistantes au sein de la société. En 2012, l'armée malienne se trouve engagée dans une guerre dans le nord du pays, déclenchée par une rébellion touareg, menée par les insurgés touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad et les djihadistes d'Amsardine. Assis derrière sa mitrailleuse, Omar Ould Amaa. C'est l'un des chefs militaires d'Ansardine. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessali. L'armée subit plusieurs revers. Elle souffre d'un manque de moyens par rapport aux Touaregs qui bénéficient d'un important matériel et d'armes lourdes récupérées à la suite de la chute de Kadhafi en 2011. Le moral des troupes est au plus bas. Les officiers supérieurs sont soupçonnés de népotisme, de favoritisme et de corruption, de détourner l'argent destiné à l'équipement militaire alors que le salaire d'un soldat de base est de 40 000 francs CFA, soit 60 € par mois. Fin janvier et début février, des manifestations des femmes de militaires réclament des munitions pour leurs hommes. À un mois d'échéance des élections présidentielles, l'autorité du président de la République Amadou Toumani Touré, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas, est remise en cause. Les militaires en colère se dirigent alors vers l'armurerie et font main basse sur armes et munitions. À 15h30, ils attaquent la présidence. Les bérets rouges, soldats du 33e régiment du commando parachutiste qui forme la garde d'Amadou Toumani Touré, résistent jusque vers 21h où l'enceinte du palais est forcée. Les militaires ne peuvent mettre la main sur le président qui a été exfiltré vers 18h. Les bâtiments sont alors pillés et partiellement incendiés. En fin d'après-midi, une centaine d'hommes investissent le bâtiment de l'Office de la radio-télévision malienne ORTM au centre de Bamako. La radio nationale suspend ses programmes. Le 22 mars, les meetings constitués un comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR ou CNRDRE, font une déclaration le jeudi matin à 5h à la télévision nationale. Le lieutenant Amadou Konaré, porte-parole du comité, annonce la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions de la République. Il justifie le coup d'État par l'incapacité du gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires de défendre l'intégrité du territoire national. Il précise que le CNRDR prend l'engagement solennel de restituer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Amadou Aya Sanoko, chef de la junte, annonce l'instauration d'un couvre-feu à partir du jeudi 22 mars. Parallèlement à la crise politique, le nord du Mali a connu une intensification des activités des groupes rebelles, Touaregs et des groupes islamistes armés qui ont profité du vide de pouvoir créé par le coup d'État. Les forces armées maliennes, démoralisées par le renversement du gouvernement, ont eu du mal à contenir ces groupes, conduisant à la prise de contrôle de vastes territoires du nord par les rebelles. Face à cette crise, la CEDEAO a pris l'initiative de déployer des forces militaires sous la bannière de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en collaboration avec la France qui a lancé l'opération Serval en janvier 2013 pour contrer l'avancée des groupes armés. Ces actions militaires ont contribué à repousser les groupes rebelles et à rétablir une certaine stabilité dans le pays. Finalement, des élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2013, permettant l'élection des nouveaux présidents, Ibrahim Boubacar Keïta, et le rétablissement progressif de l'ordre constitutionnel. Cependant, les séquelles du coup d'État et ses conséquences, notamment les défis liés à la reconstruction, à la réconciliation nationale et la sécurité persistaient, illustrant les complexités d'une transition post-coup d'État dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans une quête d'exil empreinte de nuances, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, se retire au Sénégal avec sa famille sous les auspices de l'État sénégalais, prônant une distanciation prudente vis-à-vis de la vie politique de son pays d'origine.
Cependant, en cette journée mémorable du 27 décembre 2013, le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale, où trône la haute cour de justice convoquant ainsi le jugement de l'ancien président. Les arcanes politiques s'entremêlent alors, atteignant leur apogée en décembre 2016, lorsque l'Assemblée d'une majorité écrasante rejette l'ouverture de poursuites contre Amadou Toumani Touré. Un tournant décisif s'est produit le 24 décembre 2017, lorsque, bénéficiant de l'aval du président Ibrahim Boubacar Keïta, Amadou Toumani Touré fait son retour à Bamako, marquant ainsi une réconciliation officielle avec son passé politique. La conclusion de ce chapitre survient le 15 décembre 2019, date à laquelle il fait son retour définitif. Cependant, le récit prend un sombre détour. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, alors qu'Amadou Toumani Touré rend son dernier souffle en Turquie, son neveu, Oumar Touré, dévoile la triste nouvelle, révélant que cette perte survient quelques jours après une opération cardiaque à Bamako. Le 17 novembre, le Mali pleure son ancien leader lors d'obsèques nationales solennelles. Merci et à la prochaine. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse reparler. Non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et en même temps, c'est douloureux, parce que ça implique sur l'autre une somme d'efforts pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 4 h du matin, moi je dis à Blaise de venir de Pau me voir, il faut que lui il accepte de passer toute la nuit avec moi jusqu'au petit matin à 6 h, 7 h, me détendre, me faire rire, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. Passant des nuits et des nuits et des nuits. Alors, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour surveiller un malade ou je sais pas, enfin pour veiller. Et ça c'est fini. Quand j'y pense, je me dis mais enfin. Parce que qui lui aussi va s'appuyer, il faut bien que quelqu'un lui crée l'équilibre. Mais là je me réjouis. J'ai vraiment ça qui me console. C'est ça qui me console. Le 15 octobre 1987, dans un coup d'État qui marque un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso, Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. Ce jour-là, alors que le pays se réveille sous un ciel chargé d'incertitudes, il éclipse la figure de Thomas Sankara, son prédécesseur charismatique et héros de la révolution. Et le PF est resté à l'intérieur, il dit que c'est de lui qu'on avait besoin. Il est sorti les mains en l'air. Et puis la suite. Compaoré, jusque-là un acteur secondaire dans l'ombre de la politique, devient le chef du nouveau gouvernement. Et un regret aussi, qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. Dommage. Ouais, c'est dommage. Il fonde alors l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail, ODPMT. Le parcours de Compaoré est marqué par des élections controversées.
En 1991, après un scrutin très disputé, il est élu président de la République, malgré le boycott et les accusations de fraude de l'opposition. Il se maintient au pouvoir en remportant les élections de 1998, 2005 et 2010, consolidant son emprise sur le pays. Cependant, son règne commence à vaciller sous la pression croissante de la population. Les jours du 30 et 31 octobre 2014 sont particulièrement chaotiques. Des manifestants envahissent les rues de Ouagadougou, réclamant la fin de son long mandat. On est marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous fasse la paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, après Blaise. Face à cette insurrection populaire, Compaoré démissionne après 27 ans à la tête du pays. Blaise Compaoré voit le jour le 3 février 1951 à Zignaré, un village pittoresque situé au nord de Ouagadougou. Aîné de 7 enfants, il est le fils de Bila Maurice Compaoré, un ancien tirailleur sénégalais ayant servi dans l'armée française depuis 1934 et de Tiga Thérèse Bougouma. Le père de Blaise Compaoré rentre au pays en 1947 pour devenir garde républicain, marquant ainsi le début d'une vie de famille enracinée dans un profond sens du devoir. Enfant, Blaise partage une existence joyeuse entre Zignaré et Boroumou. Les premières années de scolarité de Blaise se déroulent à l'école primaire de Gulongo, un petit établissement au cœur de Zignaré. Sa soif d'apprendre le pousse ensuite vers le collège Saint-Joseph des missionnaires à Fada Gourma, puis vers l'école normale de Ouagadougou où il brille en seconde. En 1972, il décroche un baccalauréat D avec brio, bien que ses succès scolaires masquent un tempérament parfois rebelle. Son engagement dans des mouvements de défense des droits des élèves le conduit à des confrontations avec les autorités scolaires. En 1971, après une manifestation estudiantine, Blaise se voit affecté d'office au contingent spécial de l'armée, une sanction qui paradoxalement s'avère être une bénédiction pour lui. Depuis son jeune âge, il rêve d'une carrière militaire influencée par le parcours de son père. La chance se présente sous la forme d'une affectation à la garde du président de la République, Aboubacar Sangoulé Lamizana. En septembre 1973, ce qui semble être un rêve devenu réalité se concrétise lorsque Blaise réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmée du Cameroun. Son parcours militaire se distingue par une série de stages internationaux. Il se spécialise à l'école d'infanterie de Montpellier, suit de sa formation d'instructeur commando à Mont-Louis, Collioure, en Allemagne ainsi qu'à Briançon et Mont-Genèvre. Il poursuit son perfectionnement avec un stage dans les troupes aéroportées de France et une formation d'instructeur parachutiste à Rabat, au Maroc. En mai 1978, Blaise Compaoré est affecté à la compagnie d'intervention aéroportée CIA de Bobo Dioulasso, un poste qui marque le début d'une nouvelle étape dans sa carrière militaire. 2 ans plus tard, il est transféré à Ouagadougou où il assume le rôle d'aide de camp du chef d'état-major des armées, une position prestigieuse qui témoigne de sa montée en puissance dans l'armée. En janvier 1981, Blaise Compaoré prend les rênes du Centre national d'entraînement commando, CNEC, de Pau. Ce centre situé dans un paysage d'arbres et de sable devient le théâtre de son développement en tant qu'officier. Au début de l'année 1982, il se rend à Pau, en France, pour un stage spécialisé qui affûte ses compétences en tant qu'officier parachutiste. Ce perfectionnement se traduit par l'obtention de ses galons de capitaine la même année, marquant une étape importante dans sa carrière. Le début des années 1980 est également une période marquante sur le plan personnel. En 1985, Blaise Compaoré épouse Chantal Terrasson de Fougères, une jeune femme métisse franco-ivoirienne. Après avoir complété ses études militaires en Algérie, Blaise Compaoré se retrouve au cœur d'un tournant dramatique dans l'histoire du Burkina Faso. Le 15 octobre 1987, surnommé le Jeudi Noir, il mène un coup d'état sanglant qui met fin au règne de Thomas Sankara, son prédécesseur. Ce jour-là, sous un ciel chargé de tensions, le président Sankara est assassiné et Compaoré se saisit du pouvoir.
Plus tard, il qualifie le meurtre de Sankara de malheureux accident et accuse son prédécesseur d'avoir trahi l'esprit de la révolution. Avec l'arrivée au pouvoir de Compaoré, une nouvelle ère commence, marquée par ce qu'il appelle une rectification de la révolution. Cette politique s'avère en réalité être un retour à des relations plus normales avec la Côte d'Ivoire et implicitement avec la France, les relations avec ces pays s'étant détériorées sous Sankara. Cependant, la prise de pouvoir de Compaoré est également marquée par des actions brutales. Très rapidement après son ascension, il élimine 2 de ses anciens compagnons du gouvernement de Sankara, les capitaines Henri Zongo et Jean-Baptiste Boukari Lingani. Accusés de comploter contre le nouveau régime, ils sont exécutés, renforçant ainsi la mainmise de Compaoré sur le pouvoir. Les accusations pesant sur Compaoré concernant l'assassinat de Thomas Sankara ne tardent pas à faire surface. Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, dépose une plainte contre le Burkina Faso cherchant justice pour la mort de son mari. En avril 2006, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies condamne le Burkina Faso pour avoir refusé d'enquêter sur les circonstances de l'assassinat et de poursuivre les responsables, soulignant la gravité de l'inaction face à ce crime. En septembre 2008, des révélations viennent jeter un nouvel éclairage sur cette affaire lorsque Prince Johnson, ancien seigneur de guerre libérien, affirme que ces hommes avaient participé à l'assassinat de Sankara sur l'instigation de Compaoré, ajoutant une nouvelle couche de complexité et de controverse à ce chapitre tragique de l'histoire burkinabé. Le 1er décembre 1991, Blaise Compaoré est élu président de la République du Burkina Faso, malgré un boycott massif des principaux partis d'opposition qui protestent contre sa prise de pouvoir jugée illégale. Ce boycott se traduit par une participation électorale exceptionnellement faible de 25%, reflétant la profonde instabilité politique et le mécontentement populaire. Le 15 novembre 1998, Compaoré est réélu pour un second mandat. Puis après cette victoire, le climat politique s'étend davantage avec l'assassinat du journaliste Robert Zongo. Ce meurtre orchestré par des membres de sa garde rapprochée sur l'instigation de son frère François Compaoré suscite une vague de choc et de révolte au sein de la société burkinabé. En août 2005, Compaoré annonce son intention de se présenter à la présidentielle suivante. Cependant, l'opposition dénonce cette intention comme anticonstitutionnelle, arguant que l'amendement constitutionnel de 2000 qui limite les mandats présidentiels à 2 et réduit leur durée de 7 à 5 ans devait empêcher sa candidature. Les partisans de Compaoré contestent cette interprétation, affirmant que l'amendement ne peut être appliqué rétroactivement. En octobre 2005, le Conseil constitutionnel tranche en faveur de Compaoré, jugeant que l'amendement ne s'applique pas avant la fin de son second mandat. Nous sommes le 13 novembre 2005. Compaoré est réélu avec 80,35% des voix face à 12 autres candidats. Malgré les efforts de 16 partis de l'opposition qui s'étaient alliés pour le déloger, leur coalition s'est dissoute, faute de consensus pour désigner un candidat unique, permettant à Compaoré de prêter serment pour un nouveau mandat le 20 décembre 2005. Le 25 novembre 2010, Blaise Compaoré est réélu dès le premier tour avec 80,15% des suffrages pour un dernier mandat. Les tensions montent à nouveau le 22 février 2011 après la mort d'un élève battu par des policiers à Koudougou. Les manifestations demandant une enquête sur cette mort et dénonçant l'impunité des violences policières sont violemment réprimées. En mars, ces manifestations dégénèrent en émeutes et en avril, des mutineries éclatent au sein des forces de l'ordre de l'armée et des CRS. La contestation se poursuit de manière diffuse tout au long du mois de mai, illustrant une crise croissante contre le régime de Compaoré. Dès le début de l'année 2014, le régime de Blaise Compaoré est secoué par une pression croissante. Syndicats et étudiants envahissent les rues presque chaque mois, exprimant leur mécontentement grandissant. Le 30 octobre 2014, cette tension explose en une vaste révolte populaire qui embrase Ouagadougou et d'autres villes du pays. Le principal catalyseur de cette crise est le projet de Compaoré de se présenter pour un 5e mandat consécutif en 2015.
Pour cela, il cherche à modifier l'article 37 de la loi fondamentale qui limite le nombre de mandats présidentiels. La perspective d'un changement de loi alimente la colère populaire. Des manifestants se rassemblent en masse autour du Parlement et d'autres bâtiments publics. En réponse, les forces de sécurité déploient des matraques, tirent des balles et utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, entraînant la mort d'au moins 30 personnes. Malgré la répression violente, environ 1500 manifestants parviennent à franchir les cordons de police et mettre le feu au Parlement avant de prendre le contrôle de la télévision nationale. Sous la pression croissante de la rue et des militaires, Compaoré est contraint de dissoudre le gouvernement et annonce qu'il renonce à modifier la constitution. Le lendemain, il abandonne le pouvoir, incapable de compter sur le soutien militaire. Le chef d'état-major des armées, Honoré Traoré, annonce alors la création d'un organe de transition chargé de gérer les affaires du pays avec pour objectif de restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai de 12 mois. Le 31 octobre 2014, avec l'aide des autorités françaises et après avoir informé les partis d'opposition favorables à l'opération, Compaoré trouve refuge en Côte d'Ivoire, soutenu par le président français François Hollande. Après un bref séjour au Maroc en novembre 2014, il retourne en Côte d'Ivoire où il obtient la nationalité ivoirienne. En exil, Compaoré vit avec son épouse Chantal, sa fille Jamila et une partie de sa belle famille dans une villa luxueuse du quartier Cocody Ambassade, entre le Sofitel Hôtel Ivoire et l'ambassade d'Arabie Saoudite. Le 1er octobre 2016, près de 2 ans après sa chute, la justice burkinabé abandonne les charges liées à la tentative de modification de la constitution, mais maintient celles concernant la répression des manifestations. En mai 2021, pour la première fois depuis son exil, Compaoré rencontre à Abidjan Zéphérin Diabré, ministre burkinabé de la réconciliation nationale. La possibilité d'un retour à Ouagadougou est discutée où il pourrait être jugé dans l'affaire Sankara. Le 6 avril 2022, alors qu'il est toujours en Côte d'Ivoire, il est condamné par Kouchimas à Ouagadougou à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État, en raison de son coup d'État contre Thomas Sankara et de l'assassinat de ce dernier. En juillet 2022, après plus de 8 ans d'exil, Blaise Compaoré rentre brièvement au Burkina Faso et rencontre pour Henri Sandaogo Damiba, le président de la junte au pouvoir. Bien que condamné à perpétuité dans le procès Sankara, Compaoré n'est pas arrêté. Il retourne en Côte d'Ivoire où à la fin du mois, une lettre de sa part est rendue publique. Dans cette lettre, il demande pardon au Burkinabé au nom de l'intérêt supérieur de la nation sans toutefois préciser les crimes qu'il y reconnaît. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Bouchu du Zaïre est protégé par le gouvernement tanzanien. Transformer toute cette richesse. Préserver l'unité. 58 nouveaux présidents élus. Le 16 janvier 2001, la République démocratique du Congo a sombré dans l'incertitude. Le président du pays, Laurent Désiré Kabila, était assis dans son bureau lorsque l'un de ses gardes du corps est entré, a pointé son pistolet sur lui et a tiré à plusieurs reprises. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. Il aurait succombé à ses blessures la nuit dernière à Harare au Zimbabwe où on tentait de le soigner. Il sera enterré mardi prochain à Kinshasa. Le journal télévisé a ensuite présenté son successeur comme étant son fils, Joseph Kabila, âgé de 29 ans, et qui ne s'était pas encore bâti un nom. Ce jeune homme était toutefois connu des diplomates étrangers et du public congolais. Il était par ailleurs au rang de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo de son père, alors qu'elle a renversé le gouvernement de Mobutu. Il jouissait d'une légitimité parmi les militaires et de la confiance étroite de son père, d'où la raison pour laquelle ils l'ont choisi pour succéder à son père. Le jeune Kabila a hérité d'un pays qui traversait une guerre insoluble, vide d'institutions civiles et l'héritage des violations des droits de l'homme commises sous les règnes de son père, Laurent Désiré Kabila, ainsi que du dictateur Mobutu. Il aura à faire ainsi face à de nombreux défis pendant sa gestion du pays. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'histoire de l'ascension de Joseph Kabila, ainsi que ses 18 ans de règne en République démocratique du Congo.
Les origines de Joseph Kabila, y compris sa filiation, son lieu et sa date de naissance font l'objet d'une controverse persistante. Les rumeurs et de nombreux complots sur les origines de Joseph Kabila demeurent. Toutefois, de ce qui existe, Joseph Kabila et sa sœur jumelle Jeannette sont nés vers le 4 juin 1971 à Hewabourade, dans le territoire de Fizi, province du Sud Kivu, au nord de Kantaga, en République démocratique du Congo. Hewaboura se trouve assez haut dans la montagne, sur le mont Makanga, entre les villages Kibili et dans la région de Kilemboué, secteur de Loulange. C'était le quartier général de la guérilla de Laurent Désiré Kabila, son père. La mère de Joseph Kabila, Sifa Mahenya, était l'une des 3 épouses de Laurent Kabila. Elle est de la province de Maniema, au centre-est du Congo. Certaines personnes ont affirmé qu'elle était une Tutsi venue du Rwanda. De nombreux détracteurs de Joseph Kabila ont soutenu qu'il était un étranger. Cette accusation l'a poursuivi des années plus tard, car le chef de l'opposition, Étienne Tshisekedi, l'a accusé de ne pas être le fils légitime de Laurent Kabila. Cette accusation avait une certaine signification, surtout dans un pays qui était encore sous le choc d'une invasion des forces rwandaises dans ce qui est devenu les guerres du Congo. Laurent Désiré Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie dans les années 1970, après des années passées à diriger un mouvement rebelle infructueux contre le dictateur Mobutu. Laurent Kabila était un homme recherché et vivait discrètement en exil entre l'Ouganda et la Tanzanie afin d'éviter l'attention des services de renseignement de Mobutu. Les gens qui connaissaient Joseph Kabila à cette époque le décrivaient comme un jeune homme intelligent, sportif et passionné et qui avait une admiration énorme pour les héros révolutionnaires comme Thomas Sankara, Che Guevara et Museveni. Joseph Kabila a fait ses études primaires et secondaires en Tanzanie dans des écoles basées sur le système scolaire britannique où il a appris à parler anglais dès son plus jeune âge. Il parlait également couramment le Swahili, mais pas le Lingala qui est la langue parlée dans la capitale du Congo, Kinshasa. Après avoir terminé le primaire et le secondaire, le jeune Joseph Kabila s'est formé dans l'armée rwandaise pendant 3 ans avant de poursuivre ses études. Joseph Kabila venait tout juste de commencer l'université en Ouganda en 1996 lorsque son père l'a appelé pour l'aider dans la guerre rebelle contre le président Mobutu. Dans les périodes de 1996 et 1997, connues comme la première guerre du Congo, Laurent Désiré Kabila a dirigé l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, l'AFDL, le groupe rebelle qui voulait mettre fin à la dictature de Mobutu. Durant cette guerre, Joseph Kabila a travaillé aux côtés d'une personnalité rwandaise de premier plan, James Kabarebe, qui était à l'époque stratège militaire et chef du mouvement rebelle AFDL de Laurent Désiré Kabila. James Karabere souhaitait que le jeune Joseph, alors âgé de 25 ans, participe aux opérations militaires menées par les forces de l'AFDL sur le sol congolais. Derrière l'AFDL de Laurent Désiré Kabila se trouvaient les troupes de la puissance de feu et le conseil diplomatique du Front patriotique rwandais, le mouvement de résistance nationale ougandais, mais aussi le Front populaire de libération de l'Érythrée, ainsi que le gouvernement burundais et tanzanien. Les membres de cette coalition des mouvements de libération avaient chacun leur propre motivation pour vouloir renverser Mobutu. Lorsque cette coalition a scellé le sort de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a annoncé en mai 1997 de Lumumbashi qu'il assumait la présidence de la République. Suite à l'accession de Laurent Désiré Kabila à la présidence, le jeune Joseph Kabila a ensuite suivi une formation complémentaire à l'Université de la Défense nationale de Pékin en Chine. L'aide que Laurent Désiré Kabila avait reçue des 2 soi-disant pays amis, le Rwanda de Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni, n'était pas venue sans condition. Le peuple congolais ressentait un profond ressentiment face à la présence et l'influence rwandaise et ougandaise dans leur pays. Les Congolais ont incité Laurent Désiré Kabila à reconsidérer ses relations avec ses anciens amis. Dans un contexte de détérioration des relations avec le Rwanda, le président Kabila a démis James Kabarebe de son poste de chef d'état-major de l'armée et a ordonné aux soldats rwandais de quitter la RDC. Cela a déclenché la deuxième guerre du Congo. Dans les mois suivants, la RDC a été divisée en 2 zones, l'une dirigée par Laurent Kabila avec le soutien des forces armées du Zimbabwe, de l'Angola, de la Namibie,
du Tchad et du Soudan et l'autre par la branche armée ougandaise et burundaise. En plus de ces forces, un groupe appelé le MLC, Mouvement de Libération du Congo, dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo, et le RCD-KML, Rassemblement Congolais pour la démocratie Kisangani, Mouvement de Libération, a occupé d'autres régions du pays. La deuxième guerre du Congo a précipité le retour de Joseph Kabila au Congo en août 1998 lorsqu'il a été nommé général-major et chef d'état-major de l'armée congolaise à l'âge de 27 ans. Sa promotion rapide a surpris beaucoup compte tenu du temps très court qu'il avait passé dans l'armée. Il a été l'un des principaux commandants militaires pendant la deuxième guerre du Congo. La vie de Joseph Kabila a radicalement changé au début de 2001. Le 16 janvier 2001, son père Laurent Désiré Kabila était assis dans son bureau au palais à Kinshasa lorsque l'un de ses gardes du corps lui a tiré dessus à plusieurs reprises. À la suite de cet incident, les conseillers de Laurent Kabila se sont empressés de faire en sorte que son cadavre soit transporté par avion au Zimbabwe sous le couvert de se faire soigner. Les frontières du Congo ont été fermées, les aéroports et un couvre-feu a été annoncé lorsqu'il est devenu évident que les blessures par balle de Laurent Kabila étaient mortelles. Ses proches alliés en consultation avec plusieurs membres du cabinet présidentiel se sont réunis afin de décider d'un successeur et ils ont choisi son fils. Joseph Kabila était la seule personne capable de travailler avec les factions gouvernementales et militaires. Avec cette nomination, des tensions ont éclaté entre les hauts responsables du gouvernement. Joseph Kabila n'avait que 29 ans et n'avait pratiquement aucune expérience. Donc, des commandants militaires devaient être convaincus de l'aptitude de Joseph Kabila à gouverner. Cela n'était pas difficile puisque Joseph Kabila était bien connu et généralement respecté au sein de l'armée. Un obstacle inattendu était la réticence initiale de Joseph Kabila à accepter l'offre que les conseillers de son père lui ont demandé de devenir président. On dit qu'il était au début très résistant à l'idée, probablement parce qu'il craignait pour sa vie. Il a finalement cédé et accepté la proposition. Et ainsi, le 27 janvier 2001, 11 jours après la mort de son père, Joseph Kabila est devenu président de la République démocratique du Congo et à l'époque le plus jeune chef d'État du monde. Les Congolais ne savaient pas à quoi s'attendre de leur nouveau président. Ils ne savaient pas s'il était assez fort pour maintenir l'unité ou s'il pouvait poursuivre la guerre ou la paix. À une certaine époque, de nombreuses personnes étaient mécontentes de la manière dont Joseph Kabila était arrivé au pouvoir. Elles s'opposaient donc au fait qu'il ait été choisi secrètement et automatiquement. D'autres désapprouvaient ce choix parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du bilan de son père en tant que dirigeant. Ils pensaient également que Joseph Kabila était facilement influençable, une marionnette des conseillers de son père. Quoi qu'il en soit, lorsque Joseph Kabila est devenu président, le pays était confronté à de nombreux défis. Près de la moitié du territoire national était occupé par les armées des pays voisins qui avaient leurs propres plans pour le Congo. Malgré cette situation compliquée, Joseph Kabila a fait preuve d'une forte volonté. Il a compris que rester au pouvoir ne pouvait pas être laissé au hasard. Immédiatement après avoir hérité de la présidence, il a pris des décisions surprenantes qui s'écartaient complètement de celles de son père. Entre autres, il a licencié les anciens conseillers de son père et alliés. Joseph Kabila a également entamé les relations bilatérales avec des alliés clés tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, entre autres. Son voyage en France, aux États-Unis et en Belgique, à peine une semaine après son accession au pouvoir, a accru sa légitimité, tant au niveau national qu'à l'étranger. Joseph Kabila a évoqué la nécessité de restaurer la paix et de consolider la communion nationale, la relance de l'accord de paix de Lusaka, le retour à la vie démocratique et l'ouverture du système politique. Kabila a également eu des entretiens avec des groupes rebelles et le gouvernement des 5 pays, à savoir le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie, qui avaient des troupes au Congo. En décembre 2002, Joseph Kabila était signataire d'un accord avec les rebelles pour mettre fin à la guerre et former un gouvernement de transition à partage partiel. Cet accord, connu sous le nom d'accord global et inclusif, a été signé le 16 décembre 2002. Les partis ont convenu de combiner leurs efforts afin de parvenir à la réconciliation nationale. À cet effet, ils ont décidé de mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui organiserait à terme des élections libres et démocratiques après une période de transition dont la durée était fixée par l'accord. L'accord a gardé Joseph Kabila
comme président par intérim avec 4 vice-présidents et d'autres figures de mouvements rebelles comme Jean-Pierre Bamba. Cet accord a été ratifié en avril 2003. Les soldats de la paix des Nations Unies sont arrivés en République démocratique du Congo à fin mars 2003 pour surveiller le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Par exemple, en 2004, il a été victime d'une tentative de coup d'État. Heureusement pour Joseph Kabila, ses forces loyalistes ont écrasé le coup d'État. Malgré cette tentative, il a poursuivi son dessein d'unifier le pays. En 2001, lorsque Joseph Kabila prenait le pouvoir, l'économie était dans un état désastreux, sans infrastructure de croissance, une inflation rapide et une monnaie en chute libre. Joseph Kabila a approché la Banque mondiale, le FMI et les donateurs occidentaux au Congo. Les premiers résultats de ces réformes ont au moins été impressionnants et la valeur du franc congolais s'est stabilisée. De nouveaux investissements ont afflué dans le secteur de la construction des infrastructures de télécommunications minières. Toutefois, les indicateurs de développement sont restés inférieurs à la moyenne africaine, avec une augmentation de l'espérance de vie et de la scolarisation et une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Les indicateurs économiques se sont toutefois améliorés sous les règne de Joseph Kabila, bien qu'ils soient restés en deçà du potentiel du pays. Cependant, le principal défi était de diversifier les économies congolaises, étant donné que la majeure partie de la croissance dépendait encore de l'exploitation minière. Malheureusement, la corruption augmentait et Joseph Kabila et sa famille ont été accusés d'être les principaux auteurs de la corruption dans le pays ainsi que d'abuser du pouvoir pour s'enrichir. Par exemple, une organisation connue sous le nom de Groupe de recherche sur le Congo a publié un rapport en collaboration avec Bloomberg News a exposé les réseaux complexes d'entreprises que le président et ses proches ont construits au pays. Le rapport a montré que les Kabila étaient impliqués dans tout, de l'agriculture à des mines, à l'aviation et à la construction. Ce rapport alléguait également que de nombreuses entreprises liées à Kabila recevaient un traitement spécial. Par exemple, il y avait des mines protégées par les gardes présidentiels. Il y avait une entreprise ayant des liens avec la famille Kabila qui aurait reçu $60 sur les $185 de frais pour chaque nouveau passeport congolais. Les journaux panaméens publiés en avril 2016 ont révélé que la chère jumelle de Kabila, Jeannette, sous différents noms, détenait une part indirecte du plus grand opérateur de téléphonie du pays. Une autre enquête intitulée Braquage du Congo, menée par des médias internationaux et des ONG, accusait Joseph Kabila et sa famille d'avoir siphonné au moins $138 millions américains dans les caisses de l'État. Ces détournements de fonds ont eu lieu de 2013 à 2018, selon les auteurs de cette enquête. L'acteur principal aura été le frère de Kabila, Francis Selemani. Il semblerait que Selemani ait acheté de nombreuses maisons de luxe aux États-Unis et en Afrique du Sud, en partie grâce à des fonds détournés du gouvernement congolais. Dans le cadre du processus de paix qui a mis fin à la guerre en 2003, le Congo a introduit une nouvelle réforme dans le cadre du système politique. Les différents dirigeants rebelles ont rebaptisé leurs milices en partis politiques et ont échangé leurs uniformes contre des costumes. Une nouvelle constitution a été rédigée, de nouveaux puissants soutiens internationaux et nationaux, dont les diplomates américains à Kinshasa, ont permis à Joseph Kabila de contrecarrer ses opposants en quête de la présidence, notamment pendant les élections de 2006. Le principal parti d'opposition, Détienne Tshisekedi, a continué à jouer son rôle d'opposant. La réélection de Joseph Kabila en janvier 2011 des suites d'un amendement constitutionnel a éliminé le deuxième tour dans la course présidentielle, permettant à un candidat de gagner sans nécessairement avoir la majorité des voix. Le climat politique qui a précédé les élections était tendu et ponctué de violence en raison des tensions entre les partis. Plusieurs surveillances internationales et certains ont qualifié les élections de 2011 de mal organisées et ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Les observateurs internationaux ont même rapporté que dans certaines circonscriptions, des taux de participation incroyablement élevés ont été constatés et que des centaines de milliers de bulletins de vote avaient disparu. Pour sa part, l'archevêque de Kinshasa a déclaré que les résultats de la commission électorale ne confirmaient ni la vérité ni la justice. En effet, la proclamation de Joseph Kabila comme vainqueur des élections présidentielles a soulevé les questions de sa légitimité et a plongé le Congo dans une grave crise constitutionnelle. Mais les résultats ont été confirmés par la Cour suprême et Joseph Kabila a été investi le 20 décembre 2011. Dans les années qui ont suivi,
Joseph Kabila a été la cible de protestations alors qu'il y avait des soupçons dès 2011 qu'il ne démissionnerait pas à la fin de son mandat en 2016 et qu'il chercherait des moyens de prolonger son mandat. Ces soupçons se sont confirmés lorsque 3 ans avant le vote prévu, il a fait pression en faveur d'un amendement constitutionnel qui supprimerait la limite de 2 ans de mandat. Mais cette tentative a échoué et a déclenché des défections au sein de la coalition au pouvoir de Kabila. Ses alliés ont ensuite proposé un long recensement national qui repousserait la date, mais qui a également échoué. Kabila s'est donc tourné vers des moyens plus créatifs. Par exemple, le gouvernement a annoncé que les 11 provinces du Congo seraient divisées en 26, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les politiciens rivaux et de détourner les ressources des élections. Les soupçons contre Kabila se sont renforcés après que la Cour constitutionnelle a statué en mai 2016 que si les élections étaient retardées, Joseph Kabila resterait en fonction jusqu'à ce qu'un successeur puisse être élu et installé plus tard. Le tribunal a fait une demande de la commission électorale visant à reporter les élections de 2016. L'une des raisons évoquées pour retarder les élections était la logistique liée à la tenue des élections. L'élection présidentielle a finalement été reportée et programmée pour le 23 décembre 2018. Après des périodes de spéculation sur les intentions de Joseph Kabila, il a été confirmé qu'il ne présenterait pas à l'élection et qu'il soutiendrait plutôt la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Lorsque les résultats ont été proclamés, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, décédé en 2017, est élu. Martin Fayulu, un autre candidat de l'opposition, et d'autres ont accusé Félix Tshisekedi et Joseph Kabila d'avoir conclu un accord pour assurer la victoire électorale du premier en échange de la protection des intérêts de Kabila. Martin Fayulu a contesté les résultats devant la Cour constitutionnelle, mais le tribunal a déclaré Tshisekedi vainqueur. Joseph Kabila a démissionné le 24 janvier 2019, mettant fin à son mandat. Cet événement constitue la première transition pacifique du pouvoir au Congo depuis son indépendance en 1960. Ceci marque la fin des 18 années de règne de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Merci et à la prochaine.